Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission favorite, Parlons laïcité. Et on remercie une nouvelle fois la MJC Simone Signoret de nous accueillir dans ses locaux pour cette émission. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai 2026 et nous enregistrons cette émission avec comme thématique ce soir, laïcité et enseignement professionnel. Notre invité, c'est Jean-Louis Auduc, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Et pour l'interviewer la première heure, comme d'habitude, nous aurons notre fidèle Alain. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et tous. Nous aurons aux manettes notre magnifique Sébastien qui enregistrera, produira, réalisera, mettra en ligne cette émission qui ne fait que monter d'écoute. Et notre splendide, magnifique, extraordinaire, sublissime Jean-Cry pour ses dessins. Bonjour Jean-Cry. Bonjour. Voilà, qui commence déjà à griffonner de son crayon. Mais pas plus tard que maintenant, place à l'émission. Bonne écoute. Parlons laïcité. Jean-Louis Auduc, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui ? Je suis d'abord un militant de la laïcité et ensuite j'ai beaucoup bourlingué dans le système éducatif. J'ai été enseignant de collège et lycée. J'ai été syndicaliste enseignant avec d'importantes responsabilités dans le syndicat majoritaire du second degré. Puis, voyant l'importance de la formation des maîtres, je me suis investi dans les instituts universitaires de formation des maîtres qui formaient les enseignants du premier, du second degré et aussi de l'enseignement professionnel, ce qui m'a fait découvrir ce secteur qui, à mon avis, est un secteur souvent méconnu, mais pourtant décisif par rapport à ce qui est pour moi un enjeu, la souveraineté d'une nation. De ce point de vue-là, l'enseignement professionnel a de plus en plus d'importance à l'heure des problèmes de désindustrialisation, des problèmes d'intelligence artificielle et souvent, dans tous les débats sur l'éducation, c'est le parent pauvre. Alors, pour effectivement avoir connu et avoir été au cœur du système, puisque j'ai été conseiller spécial d'un ministre délégué à l'enseignement professionnel de 2000 à 2002, c'est un secteur où j'ai découvert des élèves souvent discriminés, souvent qui avaient des difficultés mal considérées, mais qui réussissaient grâce effectivement à des savoirs technologiques, mais grâce aussi à des apports théoriques. Et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que par rapport à l'enjeu de la laïcité, c'est-à-dire l'enjeu de ce qui permet de vivre ensemble, le parent pauvre, de la formation des jeunes, concernant la laïcité, c'est tout le secteur professionnel, qu'il soit dans les sections professionnelles, les lycées professionnels, les centres de formation d'apprentis. On a là un secteur qui regroupe environ 40% des jeunes et qui, pour une part, se trouve totalement en dehors du champ de la loi de 2004, dans les CFA, dans le secteur privé, et se trouve, pour ceux qui sont dans le public, totalement en dehors des champs de la laïcité, dans le cadre des stages de formation en entreprise. Et c'est ce secteur où les élèves ont le moins d'heures
de formation et de réflexion sur ce qu'est la citoyenneté. On préfère réserver ça à l'enseignement général, sur ce qu'est la laïcité. Or, c'est pour moi le secteur qui devrait avoir le maximum d'heures sur la laïcité, parce que c'est un secteur où le jeune découvre la différence entre le dire et le réel. C'est-à-dire qu'on lui a dit égalité homme-femme, et dans des stages qu'il va avoir, il va découvrir une inégalité profonde entre femmes et hommes, tant au niveau du salaire que des postes occupés. C'est un secteur où on lui a dit laïcité, et il va découvrir dans un certain nombre de secteurs qu'on s'assoit sur la laïcité, et le fait qu'il n'y ait aucune heure prévue dans l'enseignement professionnel pour travailler sur ces paradoxes, alors que c'est un milieu de jeunes, de populations défavorisées, travaillé par toute une série de raligalités, pour moi, c'est un vrai problème. Et je vais dire, je suis heureux que vous ayez choisi cette notion d'enseignement professionnel pour le travailler, parce qu'on est aujourd'hui politiquement au cœur d'un débat pour savoir si l'enseignement professionnel doit s'accrocher à l'enseignement général, c'est-à-dire avec une part théorique permettant de travailler avec les élèves sur les valeurs de la République, sur la citoyenneté, ou si l'enseignement professionnel dans une dérive d'entreprise apprenante, pour citer les questions, va totalement abandonner le champ de la laïcité et passer de l'éducation nationale au ministère du Travail. Ce qui me paraît significatif, c'est que fin janvier, reprenant des documents du Conseil des sages de la laïcité auquel j'appartiens, qui avait travaillé sur l'enjeu de l'enseignement professionnel, le ministère de l'Éducation nationale avait fait une déclaration pour souligner l'importance d'heures d'éducation morale et civique, d'heures d'histoire, pour travailler ces questions. La réponse au plus haut niveau de l'État n'a pas été d'approuver le ministre. Ça a été de lui nommer une ministre déléguée à l'enseignement professionnel, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, dont la première mesure a été non pas de s'installer au ministère de l'Éducation nationale, mais au ministère du Travail, et de visiter un centre de formation d'apprentis privés où la laïcité ne s'applique pas. On a donc un enjeu important aujourd'hui. Est-ce que ceux qui font le cœur de l'industrie française, le cœur de nos travailleurs, vont être, oui ou non, formés à la laïcité, formés à la citoyenneté, ou est-ce qu'on va les laisser livrer aux mauvais esprits qui peuvent exister ici ou là, à la culture d'entreprise qui, à certains moments, beaucoup s'éloignait des valeurs de la République? Il y a un enjeu décisif qui souvent n'a pas été perçu, alors que c'est 40% des jeunes, dont 25% qui obtiennent le bac professionnel. N'oublions pas que l'accroissement des bacheliers n'a pas été le fait des bacs généraux, qui sont restés relativement stables sur 30 ans, autour de 40%, mais essentiellement des bacs professionnels et technologiques. Si j'additionne les deux, c'est 50% des bacheliers par rapport à ça. Alors, ces bacheliers professionnels qui sont là, ces élèves des formations professionnelles et d'apprentissage, est-ce qu'on va les laisser en dehors des enjeux de la laïcité, alors même que c'est un public fragilisé compte tenu des catégories sociales qui s'y trouvent, compte tenu
des histoires familiales qu'on y rencontre. Il y a là un vrai enjeu. Pour vous signaler ça, j'ai essayé de le combattre, je n'y ai pas réussi. Le rapport Stasi ne consacre pas une seule ligne à propos de la loi de 2004 à l'enseignement professionnel, comme si cet enseignement était ailleurs, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsqu'on a fait la loi Jules Ferry, on s'est occupé de l'enseignement primaire. Lorsque Jean Zay a laïcisé les collèges-lycées en 1936, le secteur qui s'est trouvé en dehors et qui ressort d'une loi spécifique qui n'est ni Ferry ni Jean Zay, qui est la loi Astier de 1919, c'est la seule loi qui permet à des villes, à des régions et à l'État de financer l'enseignement privé, puisqu'on juge que le professionnel, au fond, ça ne doit pas ressortir du commun. Or, pour moi, l'enjeu de la société française, c'est l'enjeu du commun, et je trouve très dommageable cette situation au niveau de l'enseignement professionnel. Alors là, on a un panorama complet sur l'évolution de l'enseignement professionnel. On va revenir peut-être un peu en arrière, puis on va essayer de préciser un certain nombre de choses. Vous avez dit 40% des jeunes sont dans l'enseignement professionnel. Est-ce qu'on a des chiffres plus précis sur le type de jeunes, ce qu'ils font, etc. Les jeunes qui sont dans l'enseignement professionnel, et quand je mets enseignement professionnel, c'est aussi bien section professionnelle, lycée professionnel public et privé, et centre de formation d'apprentis jusqu'au niveau du bac. Le supérieur est un peu différent. Les publics qu'on a, c'est essentiellement des garçons. L'enseignement professionnel, CFA, lycée professionnel, c'est 2 garçons pour une fille, avec effectivement une répartition très genrée des sections. Les sections industrielles sont essentiellement masculines, les sections tertiaires sont essentiellement féminines. Pourquoi cet aspect-là ? C'est que le professionnel, au fond, on le présente comme ce qu'on ne peut pas faire si on fait du général. Or, au niveau du collège et de la 3e de collège, les filles réussissent dans le général mieux que les garçons. D'où le fait qu'au niveau de l'enseignement général, les filles s'orientent plus vers les lycées généraux que les garçons. Et au niveau des catégories sociales, c'est majoritairement des élèves de catégories sociales défavorisées s'orientent en lycée professionnel et en apprentissage au niveau CAP ou bac professionnel. Je ne dirais pas la même chose de l'apprentissage supérieur, où il y a beaucoup plus de filles, quasiment 1 sur 2, et des catégories extrêmement différenciées, mais on est un autre type d'apprentissage que l'apprentissage CAP et lycée professionnel. Et deuxièmement, c'est aussi des élèves, pour une grande part d'entre eux, qui proviennent de la 3e ou de la 2e génération de gens arrivés en France. J'emploie ce terme-là parce que quand on est de la 3e génération, on est français de catégorie défavorisée et on doit se définir par rapport à sa catégorie sociale plutôt que par son appartenance, d'où l'enjeu de faire du commun par rapport à ces élèves dans l'enseignement professionnel. Moi, de mon temps, je vais dire ça comme ça, arriver en filière professionnelle, c'était une situation d'échec. On en est toujours là. Alors, l'enjeu, c'est effectivement de montrer aux élèves que la filière professionnelle, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas
une filière d'échec parce que ce qu'est effectivement la reconnaissance des compétences manuelles, c'est extrêmement important. Je disais, c'est un enjeu à l'heure de l'intelligence artificielle. Le travail d'un plombier, le travail d'un électricien, le travail d'un peintre, je vois difficilement l'IA le réaliser. Mais de ce point de vue-là, ça veut dire que la revalorisation de ce qu'est le geste professionnel est un enjeu. Et l'éducation nationale ne le fera pas tout seul. Il y a un bon exemple de métiers qui étaient considérés comme des métiers d'échec il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui sont des métiers valorisés. Je pense aux métiers de bouche. Ce n'est pas l'éducation nationale qui a fait ça. C'est le meilleur pâtissier de France, c'est Top Chef, qui a effectivement montré en valorisant des réussites par rapport à des filières professionnels qui étaient là, ce qu'on pouvait réaliser, ce qu'on a fait sur les métiers de bouche, la pâtisserie, la boulangerie, avec un certain nombre d'émissions. Moi, je souhaite qu'avec l'éducation nationale, qu'avec les chambres des métiers, on puisse le faire sur d'autres métiers professionnels pour montrer effectivement que ancrés sur les territoires, sur les terroirs, ce sont des métiers indispensables. Il y en a qui ont été dégradés, d'autres qui ont été revalorisés. Alors, il y a des métiers dévalorisés, je le disais. Il y a des métiers qui sont dans l'interrogation, qui prennent relativement, je dirais, un bon virage. C'est les métiers liés à l'enseignement agricole. L'enseignement agricole s'est construit avec le ministère de l'Agriculture, avec une direction spécifique de l'enseignement agricole qui a maintenu un fort niveau d'exigence, je dirais, au niveau des savoirs, et qui a valorisé les savoirs, et qui a travaillé en direction de la profession agricole, des différents syndicats agricoles, pour montrer l'importance d'une formation générale pour être à même d'avoir une agriculture respectueuse de l'environnement et qui, effectivement, en même temps, pouvait évoluer. Le succès de cette politique de la Direction générale de l'enseignement agricole, moi, je l'ai trouvé en 2025 au Salon de l'agriculture, où ce qu'on a mis en vedette à côté de la vache traditionnelle qui était là en vedette, c'était une enseignante d'anglais d'un lycée agricole pour montrer qu'aujourd'hui, être agriculteur, ça signifiait aussi maîtriser une langue étrangère pour être à même d'être un pôle signifiant au niveau des coopérations internationales. Ce qui s'est fait dans l'agriculture, ce qui s'est fait dans les métiers de bouche, la boulangerie, il faut le faire avec un souci. Les métiers du manuel construisent du commun. Ça veut dire que l'enjeu de la laïcité est au cœur de ce commun. La laïcité, c'est le respect intégral de l'intime, mais ce respect de l'intime, c'est aussi la reconnaissance qu'on a ensemble du commun. Vous parliez tout à l'heure, donc une volonté de sortir des sections professionnelles du champ de l'éducation nationale. Vous avez des exemples, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, c'est que, le ministère, pour le moment, refuse sur les stages dans les sections professionnelles qui s'appellent des périodes de formation en entreprise et c'est qualifiant, de rappeler que la laïcité, elle s'applique aussi aux stagiaires. Quand on découvre ce que nous avons découvert au niveau du Conseil des sages de la laïcité, que par exemple dans une ville moyenne, on envoyait
tous les stagiaires qui travaillaient au niveau bâtiment et travaux publics dans une entreprise de la ville où on ne travaillait pas le vendredi après-midi parce que c'était à la mosquée qu'on devait s'y trouver. Je trouve qu'on est loin du commun, qu'on est loin de la laïcité et que de ce point de vue-là, la réaction du ministère a été de dire qu'il n'y a pas d'autres moyens en termes de stage, mais c'est ce qu'on voit dans les CFA, qui eux n'ont aucune application de la laïcité. Je le disais, peu importe qu'on ait des discriminations, c'est scandaleux, c'est aux syndicats ouvriers d'y lutter dans l'entreprise, mais que dans les lycées professionnels, dans les centres de formation d'apprentis, on puisse travailler sur ces paradoxes, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des valeurs de la République et que c'est un combat permanent, comme le rappelait le texte du Conseil national de la résistance, qui a donné lieu au préambule de notre Constitution de 1946, que les valeurs de la République ne sont pas permanentes, mais qu'elles sont un combat permanent, qu'il y ait ce travail sur les paradoxes, mais qu'on ne donne pas l'impression qu'on a un discours dans l'école où on va dire laïcité, et puis qu'à l'extérieur de l'école, on s'assoit sur ces valeurs de la laïcité, sur les valeurs de la République, sans qu'il y ait un travail d'aller-retour sur ce que ça signifie. Si on veut discréditer le message de l'école, il n'y a rien de mieux que de ne pas avoir un moment réflexif sur effectivement le fait qu'on a une société et que la laïcité, c'est les valeurs de la République, l'égalité homme-femme, le respect de la personne, le refus du racisme, de l'antisémitisme, c'est encore des combats permanents et que c'est pas parce que c'est inscrit sur telle charte, c'est inscrit sur tel bâtiment que c'est mis en lumière. Le rôle de l'école, et Jaurès le rappelait en 1908, c'est de permettre de comprendre le monde pour ne pas le subir. Et ce que je trouve regrettable dans l'enseignement professionnel, c'est qu'il n'y a pas d'heure pour la compréhension du monde et qu'on les laisse subir le monde. Vous parliez des entreprises, j'allais dire pour la culture du poireau, est-ce qu'il y a besoin de la laïcité ? Pour la culture, non, mais il y a besoin, effectivement, pour la culture du poireau, il y a besoin, par exemple, de l'égalité homme-femme. Vous savez, pour moi, la laïcité, c'est pas qu'un principe, c'est un trousseau de clés pour mettre en œuvre du commun. Et c'est ce trousseau de clés de la laïcité qui a permis le droit des femmes. C'est ce trousseau de clés de la laïcité qui pourra nous permettre d'avoir une loi sur la fin de vie, j'espère, dans les mois qui viennent. C'est ce trousseau de clés de la laïcité qui nous permet effectivement de progresser au niveau de l'humain. Donc, de ce point de vue-là, la culture du poireau, elle doit aussi permettre de voir que égalité homme-femme, ça existe, qu'on peut, ici ou là, condamner, s'offusquer, y compris être député, réclamant qu'il n'y ait plus un immigré et employé dans son entreprise de primeur de marmande des tas d'immigrés en situation irrégulière. C'est une réalité de 2026 et de ce point de vue-là, former les élèves aux réalités de ce qu'est un secteur, avoir un retour en arrière, un retour réflexif sur ce qu'ils vivent. On ne va pas changer le monde tel qu'il est, mais faire vivre la laïcité, c'est leur permettre de montrer en quoi la laïcité, c'est pas que des obligations ou des interdits, c'est un magnifique levier pour vivre mieux ensemble. Et ce levier, si on ne l'a pas dans un secteur comme l'enseignement professionnel par rapport aux valeurs de la République, c'est un manque parce que c'est laisser les jeunes en prise
à toutes les dérives communautaires, c'est laisser les jeunes en prise à toutes les radicalités, qu'elles soient religieuses, d'extrême gauche, d'extrême droite, tel qu'il est là, et on le voit bien dans les sondages par rapport à ces populations. Donc il y a un enjeu de faire une France qui ne soit pas divisée, mais qui soit réunie. On a, de ce point de vue-là, quand même, un secteur, je vais vous donner la perte de gifle que reçoivent les élèves de l'enseignement professionnel, notamment au niveau du bac professionnel, chez chaque année quand on explique que le bac vient de débuter par l'épreuve de philosophie. L'épreuve de philosophie, elle est réservée qu'au général, ce qui veut dire que les 45% de jeunes du technologique et du professionnel, on les envoie en dehors de ce qu'est la légitimité. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement significatif de notre pays. Faire du commun, c'est reconnaître le développement de toutes les compétences, qu'elles soient intellectuelles et qu'elles soient manuelles. La revitalisation du manuel, c'est important, mais on peut le faire, je dirais, par rapport à des éléments comme l'art. Un certain nombre de nos grands artistes, s'ils n'avaient pas eu des éléments manuels pour, par exemple, travailler la faïence comme Picasso, sculpter comme Renoir ou Matisse, c'est-à-dire avoir un rapport spécifique avec la matière. Ça signifie aussi, j'avais commencé à y travailler, sur une approche de l'art, de l'histoire, en mettant au centre ce qu'a pu apporter effectivement le manuel, les compétences manuelles à un certain nombre d'éléments de la société. Sans métier manuel, est-ce qu'on aurait reconstruit Notre-Dame ? Est-ce que cette restauration n'a pas changé le regard de l'État sur ces métiers, même si ce sont des meilleurs ouvriers de France ou ce sont des compagnons qui ont travaillé là ? Je crois qu'il y a eu un essai de revalorisation, mais que d'une certaine manière, on ne s'en est pas suffisamment emparé pour effectivement mettre en lumière. Par exemple, moi, je regrette qu'on n'ait pas permis qu'il y ait des stages de jeunes qui puissent se dérouler sur le chantier de restauration de Notre-Dame, qui aurait fait un message de formation. Et puis, de ce point de vue-là, j'ai rien contre Villeneuve, l'architecte des bâtiments de France qui a piloté la restauration de Notre-Dame. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'on a mis en avant les chefs et pas les petites mains, ce qui est très français. Et de ce point de vue-là, moi, j'aurais bien aimé qu'en troisième, par exemple, au lieu d'un stage tourisme souvent dans les entreprises, lié aux relations de papa et maman, on organise une grande tournée des restaurateurs de Notre-Dame dans les collèges. Ça aurait été un élément montrant leur importance. Donc voilà, pour moi, c'est un peu une occasion manquée, même s'il y a eu un travail, une volonté, mais là encore, on voit l'objet fini et pas ceux qui l'ont construit. Or, le professionnel, c'est ce qui permet de construire des objets, c'est ce qui permet de construire des monuments. De ce point de vue-là, on aime beaucoup en France le patrimoine par rapport à ça. Mais le patrimoine devrait totalement se lier à la reconnaissance des métiers manuels qui permettent de le faire. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur l'intégration des jeunes dans les entreprises avec la formation des tuteurs. L'entreprise ne considère absolument pas la laïcité comme étant essentielle.
Encore une fois, pour produire des poireaux, quel est le rapport? Ou pour produire une pièce d'usine, quel est le rapport? Le rapport, c'est de mettre l'humain au cœur. La laïcité, elle met le respect de toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur pensée. La laïcité les considère tous comme des êtres humains sensés. De ce point de vue-là, montrer aux élèves que c'est un combat permanent sur les chantiers, dans les entreprises, dans les cultures, que cette reconnaissance que l'humain a plus de valeur que toute avancée ou liasse de billets de banque, c'est un enjeu extrêmement important. La laïcité, elle est très liée à cette reconnaissance de l'humain en tant que personne dans toute sa liberté. C'est pourquoi, au cœur, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire, de ne pas croire, mais c'est aussi effectivement le commun. Et vous voyez, moi je trouve que nos constituants de la Troisième République, lorsqu'ils ont eu à gérer la laïcité dans le quotidien, ils ont quand même trouvé en octobre 1919 quelque chose d'extraordinaire. La loi du 17 octobre 1919, elle est venue après des incidents pour les premiers monuments aux morts, des morts de la guerre de 14. Je rappelle, 1,5 million de morts en 1914. Il y a eu des incidents sur les premiers monuments aux morts. Les uns voulaient des prières, les autres des chants. Qu'est-ce qu'a fait l'Assemblée nationale? Elle a décidé d'unir la liberté pleine de conscience et le commun ensemble par une chose qu'elle a fait voter et qui s'applique à toutes les cérémonies voulues par l'État, qui s'appelle la minute de silence. La minute de silence, c'est ce grand moment laïque et républicain qui gère la liberté absolue de conscience. Je pense ce que je veux pendant une minute, c'est ma conscience pleine et entière, mais je le fais dans le respect du commun en faisant silence par rapport aux autres. Et de ce point de vue-là, moi, je me suis battu, j'ai obtenu finalement en 2024 qu'il y ait une fiche pédagogique pour tous les enseignants, rappelant d'où venait en France la minute de silence, rappelant la loi de 1919 et rappelant qu'effectivement la laïcité, c'est à la fois la liberté de conscience, mais le respect du commun, c'est-à-dire effectivement de ce parcours, cette communauté de destin. J'en reviens encore sur votre introduction et je continue sur ce que vous venez d'aborder, la formation des enseignants. Formation des enseignants, formation des inspecteurs, formation des chefs d'établissement, formation des personnels administratifs des établissements scolaires. Un établissement scolaire, c'est pas que des enseignants, c'est que ça soit une école, un collège et un lycée, 19 métiers. Chef d'établissement, la gardienne, la secrétaire, les assistants d'éducation, les AESH pour les handicapés, les électriciens, les personnels de service. Pour moi, l'enjeu de la formation d'un établissement scolaire, qu'il soit professionnel ou général, pour que la laïcité et les valeurs de la République s'exercent, c'est d'y former tous les personnels et de ne pas donner l'impression totalement anti-laïque qu'il y a les intellos dans l'établissement, les enseignants, et les soutiers qui sont les personnels de service. C'est un enjeu. Vous savez, moi, quand je formais les enseignants, je leur disais toujours, si vous avez cours en dernière heure,
pour montrer aux élèves ce qu'est la pratique du commun. Arrêtez-vous 3 minutes avant la sonnerie, faites mettre les chaises au-dessus des tables, expliquez-leur que c'est pour faciliter le travail de balayage des personnels de service qui sont indispensables au fonctionnement de l'établissement tout autant que vous. C'est aussi dans le réel qu'on vit la laïcité, les valeurs de la République. C'est en cet aller-retour que je souhaite pour le professionnel, mais je viens de le dire, dans la vie de l'établissement, entre ce que sont les valeurs qui nous guident et ce qu'est le réel. Parce que être citoyen, c'est tendre à rapprocher l'idéal des valeurs de la République du réel. C'est un combat permanent. Il y a des reculs, il y a des avancées, mais si on ne mène pas ce combat, on est sûr de le perdre. Vous faites passer la laïcité d'un principe juridique à un principe philosophique, à une pédagogie. Je le fais passer, la laïcité, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le trousseau de clés, c'est-à-dire un principe de vivre ensemble. Vous savez, ce débat, on l'a eu en 1905. Il s'est déroulé. Il y avait des gens en 1905 qui voulaient s'en tenir aux principes juridiques, articles 1 et 2. Jaurès, Briand, se sont opposés à des gens comme Émile Combes et à d'autres en disant « le problème, ce n'est pas le principe, c'est comment on l'applique ». D'où le fait que la laïcité, ça a été 44 articles et non pas 2, les articles 3 à 44, qui sont comment on applique la laïcité au réel, comment on l'applique au patrimoine, articles 13 à 17, comment on l'applique dans la rue, comment on l'applique dans l'entreprise, de ce point de vue-là, article 31-32, comment on l'applique là-dessus. Ça veut dire que la pédagogie de la laïcité, elle est dès la loi de 1905 qu'il ne faut surtout pas réduire aux articles 1 et 2, puisque la démonstration, c'est comment effectivement ce principe, on l'applique dans le concret. Un seul point, ce débat sur l'application a été remarquable, sauf au Sénat de l'époque, où on a eu une offensive du parti colonial en 1905 qui a amené à un article de la fin de la loi qui dit « la laïcité, elle s'applique en métropole, point final ». Des textes d'application verront comment l'appliquer. Bien évidemment, de textes d'application, si. Il y en a eu pour la Martinique et la Guadeloupe. Aimé Césaire s'est battu et la laïcité a été appliquée à la Martinique et à la Guadeloupe, mais en Guyane, à La Réunion. La Réunion reconnaît 5 religions qui peuvent être financées. L'hindouisme, l'islam, le judaïsme, le protestantisme et le catholicisme. Par rapport à ça, pas à Mayotte, pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, pas dans le Pacifique, etc. Et à l'époque, pas dans nos colonies, notamment en Algérie, qui étaient pourtant des départements. Mais on a fait mieux en Algérie. Et là, c'est moi quelque chose que je voudrais introduire dans l'enseignement par rapport à nos élèves, parce qu'il y a une chose qui m'énerve beaucoup. Je suis rarement énervé, mais là, c'est quand on m'explique que la laïcité est coloniale. Et c'est un reste de la colonie. Or, au moment où il y a eu la loi de 1905, c'est le parti colonial qui n'a pas voulu de la laïcité parce que, comme disait Émile Combes au Sénat, mieux vaut qu'il soit musulman, même outrancier, plutôt que nationaliste indigène. Le nationalisme indigène, voilà l'ennemi. Donc on ne l'a pas appliqué dans les colonies et on a fait pire. Comme on ne l'appliquait pas en Algérie, on a interdit que les indigènes puissent s'appeler algériens et on les a appelés musulmans d'Afrique du Nord. Ça fait combien de temps
la loi de 1905 sur les musulmans. C'est en 62 qu'on a arrêté de les appeler musulmans. Sauf que moi, j'habite en Seine-Saint-Denis et que quand je vais de Bobigny à Saint-Denis en tram, je passe devant un hôpital où il y a une grande tour, hôpital qui a été construit pendant l'expo coloniale des années 30 et qui s'appelle hôpital franco-musulman. Et je rappelle une chose quand je fais des formations, c'est que les partis indépendantistes musulmans, notamment le MNA et le PPA de Messali Hadj, ont manifesté contre cette dénomination franco-musulman en disant « Pourquoi voulez-vous masquer notre identité nationale derrière notre religion ?» Et que la Fédération des oulémas d'Algérie a demandé à bénéficier, c'est le terme qu'elle emploie, de la loi de 1905 qu'on interdisait à l'Algérie. Je vais vous dire une chose que j'aime rappeler. Une des manifestations contre cet hôpital franco-musulman organisé par le parti de Messali Hadj, la nuit d'avant, sa femme réunit des militants et ils prennent un drapeau blanc, un peu de jaune, un peu de vert et ils sortent un étendard pour montrer l'identité nationale. Cet étendard qu'ils ont sorti dans cette manifestation pour l'application de la laïcité en Algérie, c'est aujourd'hui le drapeau national de l'Algérie. Il faut le rappeler par rapport à ça. L'Algérie a reconnu que c'était Messali au cours d'une manifestation qu'il avait fait, sauf que sur le monument pour l'aéroport à Tizi Ouzou Messali Hadj, on n'explique pas à l'occasion de quelle manifestation c'était là. Mais pourquoi j'aimerais que ça fasse partie de la formation des jeunes qui sont dans les lycées professionnels, c'est pour le montrer effectivement que la laïcité par Messali, Aimé Césaire, Fanon Houtou, c'était un atout de liberté pour effectivement bénéficier des valeurs de la République et cessons d'en faire ça. Là, il y a un combat qui est là. Si ça intéresse, j'ai fait pour le 120e anniversaire de la loi de 1905 un podcast d'1 heure à France Culture sur cette question laïcité et outre-mer qu'on peut encore trouver sur le site de France Culture. Même si ce podcast n'a pas eu l'air de plaire et qu'il le cite comme inutile à M. Charles Laloncle. Comment associer les familles à une meilleure compréhension de la laïcité ? Et quand je parle des familles, c'est monsieur tout le monde, madame tout le monde. C'est surtout montrer que la laïcité, c'est quelque chose qui donne de la liberté et c'est pas quelque chose qui est l'interdit. Vous savez, quand il y avait Feu SNU, et que j'intervenais sur la laïcité dans le cadre du SNU, j'aimais raconter une chose aux élèves, aux jeunes qui étaient là, c'était plus des élèves pour une part, c'était effectivement que dans un pays non laïque, soit il n'y a qu'une religion à la télévision, soit il n'y en a aucune. Et qu'en France, la loi ne reconnaît aucun culte, mais qu'elle garantit la liberté de culte de toutes les religions. D'où le fait que le dimanche matin, vous avez toutes les religions jugées représentatives en France qui ont droit, sur financement de l'État, ça coûte autour d'une 20aine de millions par an, à des émissions. Ça commence par le bouddhisme, après l'islam, après les cultes orientaux, le protestantisme, le judaïsme, l'orthodoxie. C'est la garantie de la liberté de culte, de la même manière que dans un État non laïque, dans les lieux enfermés, hôpitaux, prisons et armées, il y a soit
que des aumôniers d'une religion, soit aucun. En France, l'État finance des aumôneries orthodoxes, musulmanes, juives, protestantes, bouddhistes et catholiques. Ça, c'est du concret par rapport aux familles sur ce qu'apporte la laïcité, qu'il ne faut surtout pas présenter comme anti-religieuse, mais justement comme garantissant la liberté de conscience et le libre arbitre de chacun. Libre arbitre, ça signifie que l'État n'interdit pas, n'oblige pas, article 31 à 35 de la loi de 1905, si dans une entreprise on oblige à la religion ou qu'on interdit à la religion, celle-ci doit être sanctionnée. Vous savez, c'est tellement peu connu que quand il y avait eu la loi sur les principes de la République de 2019, Patrick Veil et moi, on avait découvert dans le projet de loi 3 articles qui étaient la recopie de la loi de 1905. Ce qui montre comme celle-ci est peu connue. C'est pour moi la loi la moins connue de France dans l'ensemble de ces 44 articles qui garantissent la liberté de culte, qui garantissent les prières de rue, les manifestations religieuses qui sont à gérer comme des manifestations politiques et syndicales et qui garantissent aussi que, par exemple, si un besoin de culte est reconnu, l'État peut aider avec les communes à la mise en place d'un besoin effectif. Là, nous sommes dans la famille et la religion, mais la culture du poireau, comment faire pour faire avancer les choses ? La culture du poireau, je vous le disais, c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'on est dans une situation au niveau des primeurs où l'égalité de traitement, quand je vois ce que sont les éléments, moi je trouve extrêmement intéressant qu'il y ait tout un travail sur le respect de l'humain dans les lycées agricoles, que je ne vois pas, hélas, dans les lycées publics sur les éléments de l'entreprise. Parce qu'on a encore en France l'ouvrier agricole qui est toujours considéré comme un exécutant, qu'il soit femme ou ailleurs. Il y a des mauvais exemples dans d'autres pays, l'Espagne ou l'Italie sont de ce point de vue-là caricaturalement. Donc la culture, c'est un élément aussi, et je trouve que c'est un élément important où le facteur humain dans la construction doit être valorisé, c'est-à-dire un élément où on n'explique pas tout ce qui est là. Moi, je trouve que, je ne le connais pas, mais l'expérience du lait fait par l'association de consommateurs, où on a un tableau, il y a ça pour le producteur, ça pour le distributeur, ça pour les taxes, ça pour la publicité et tout. C'est extrêmement intéressant. Ça ne m'étonne pas que les lycées agricoles publics se soient inscrits dans cette optique-là. Mais pour parler d'un autre secteur que la culture de poireau, pour moi, le secteur à l'heure actuelle où je vois le plus de difficultés à la mise en œuvre des valeurs de la République sur l'égalité homme-femme, à la pression du communautarisme, y compris religieux, c'est le secteur des travaux publics. Et de ce point de vue-là, tous les exemples que nous avons eus dans notre enquête étaient dans le secteur des travaux publics sur le non-respect de l'humain par rapport à ça. Je sors un peu de la laïcité, mais on est quand même au niveau des 27 pays de l'Union européenne, 23e au niveau des accidents du travail dans le secteur des travaux publics. Donc de ce point de vue-là, quel respect de l'humain ? Au niveau de non-laïcité, je vous expliquais dans cette ville moyenne ce qui se faisait. Au niveau de l'égalité homme-femme, n'en parlons pas. Vous envoyez
sur un chantier, alors même qu'elle a les compétences, une fille, elle va avoir des difficultés à pouvoir mener son stage. Donc là, il y a un vrai enjeu où l'État devrait rappeler à l'ordre les chambres des métiers et concevoir des conventions. Les conventions école-entreprise, État-entreprise sont intéressantes à une condition, c'est qu'on y insère valeurs de la République, laïcité et égalité de tous. Or, dans toutes les conventions que j'ai vues, ça ne figure pas, on est dans des questions techniques. Alors, on est loin du poireau, mais la vie dans l'entreprise, c'est quelque chose où le jeune va vivre 30-35 ans, en changera. Si on n'a pas eu un travail paradoxal pour lui permettre, je reprends Jaurès, de ne pas subir, mais de comprendre et de travailler sur le fait qu'être citoyen, c'est pas attendre que ça tombe tout cuit dans sa bouche, mais que c'est un combat permanent, c'est un enjeu de l'école. Pour moi, l'école, sur ces principes-là, et j'en suis heureux que c'est été reconnu, elle n'est pas neutre sur les valeurs de la République, la lutte contre le racisme, les discriminations, les inégalités, l'antisémitisme. L'école n'est pas neutre. Elle a pour devoir, je cite le Code de l'éducation, de permettre aux jeunes de se les approprier. Et de ce point de vue-là, c'est un grand débat qu'on a avec les chambres des métiers, qu'on a avec l'entreprise, qui envoie une neutralité qui, à mon avis, ne correspond pas à ce qu'est le monde. Vous voyez, moi, j'ai été très heureux que le texte de Jaurès, où il a ces deux formules, il n'y a que le néant qui soit neutre, l'école porte les valeurs de la République, et où il dit également, l'école doit permettre à tout jeune de comprendre le monde pour ne pas le subir, ce grand texte de 1908, ça soit celui qu'a choisi le président de la République à lire au moment de la cérémonie d'hommage à notre collègue assassiné, Samuel Paty. Je trouve très significatif qu'il ait choisi ce texte-là. Maintenant, ce que j'aimerais, qu'il s'y soit mis en valeur et en action pour tous les jeunes dans le cadre de leur formation. Mais ça veut dire qu'il faut que les enseignants soient formés. Est-ce que vous avez chiffré le nombre d'heures qu'il faudrait pour former les enseignants? Est-ce que vous avez chiffré le budget? Alors, sur la formation des enseignants, 2 points. 1, on a, pour les enseignants du primaire, réalisé au niveau du Conseil des sages de la laïcité, un document de fiches pratiques pour la laïcité dans le quotidien, en relation avec les programmes scolaires, avec la relation avec les parents, avec tout ce qui en est enseignement primaire. Deuxième élément, on a obtenu, mais c'est remis en cause à l'heure actuelle, j'espère que ça ne le sera pas, qu'à tous les concours de recrutement enseignants, premier, second degré, général, technologique, professionnel, il y ait un questionnement sur étude de cas, c'est-à-dire sur du concret par rapport à la laïcité et aux valeurs de la République. 2 questions sont posées à l'oral au niveau des enseignants. Une question en relation avec leur discipline. Vous voyez ce que ça peut donner, sciences et vie de la Terre par rapport à l'éducation à la sexualité, histoire, lettres, arts plastiques, etc. Donc, et une question en relation avec la vie scolaire, c'est-à-dire la vie dans l'établissement. Et donc, je vais vous dire, là on est dans le pragmatique, pour que les enseignants suivent des cours, y compris plus d'heures, il faut le mettre au concours. Et donc, comme cette question vaut coefficient 3 au concours, inutile de vous dire que les enseignants suivent ces formations qui sont des pratiques de laïcité
dans leur matière et dans le quotidien. Ça fait 5 ans que c'est là, ça fonctionne relativement bien, c'est pourquoi ça fonctionnait et qu'un certain nombre de gens disent « Oh, est-ce que c'est vraiment utile de les questionner un élève traite un autre de salfeuge, est-ce que vous croyez qu'ils vont vivre ça ?» Oui, dans leur établissement, c'est-à-dire donner du concret par rapport à ce qu'est le vécu de la laïcité. Deuxièmement, ce n'est pas que les enseignants. Moi, j'interviens aussi, parce que c'est mon dada, en formation de chef d'établissement dans le cadre de l'école de formation de l'éducation nationale qui est à Poitiers sur le thème « Comment faire vivre les valeurs de la République dans le quotidien d'un établissement ». C'est mon intervention auprès des chefs d'établissement pour montrer que ce n'est pas uniquement dans l'heure de cours, mais que c'est dans tout le quotidien de l'heure de cours. Maintenant, soyons clairs, on est aussi dans une situation où en professionnel, mais encore plus en général, vous avez des parents aujourd'hui qui sont dans le zapping scolaire. On fait 1 an dans le public, puis on veut en changer, on va faire 2 ans dans le privé, puis on va revenir dans le public. Ça, c'est destructeur pour les élèves. Et là, il y a un grand point. Moi, je suis de plus en plus gêné par la loi de 2004 sur les signes ostensibles dans l'établissement scolaire parce que ce n'est pas une loi universelle. C'est-à-dire, c'est une loi qui ne concerne qu'une partie des élèves. Pas ceux des CFA, on l'a évoqué, pas ceux de l'enseignement privé. Ce qui veut dire que l'élève va une année y être soumis, une autre année pas soumis. Et de ce point de vue-là, il vous en parlera. J'ai vu que dans 1 mois, vous allez avoir un sénateur qui a réclamé que la loi de 2004 soit universelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on enseigne les programmes scolaires laïques en vigueur, les élèves ne doivent porter aucun signe présentant ostensiblement leur religion. Pour le moment, on est dans cette situation à partir du moment où une loi n'est pas universelle et où, alors je ne vous parle pas, quand dans un certain nombre de communes, il y a des cours communs de langue privés publics, ce qui existe dans l'Académie de Nantes, dans l'Académie de Rennes, etc., pour un certain nombre de langues. Donc il faudrait à tout prix lier la laïcité à l'enseignement des programmes scolaires en vigueur. On pensait pouvoir le convaincre, mais on a aujourd'hui à la tête de l'enseignement privé un missionnaire qui effectivement définit le rôle d'un chef d'établissement garant pourtant de la laïcité des programmes scolaires comme ayant en priorité une démarche missionnaire de l'Église catholique à accomplir. Jean-Louis Auduc, nous avons passé 1 heure ensemble. Là, on va passer la parole au public. Je voudrais présenter, avant qu'on termine tous les deux, 120 ans de laïcité, quel bilan. Donc, c'est un de vos ouvrages aux éditions Baudelaire. Donc, pour le public qui est intéressé, il est en vente sur la table. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Tu nous parlais, Jean-Louis, de la loi 2004 qui n'était pas universelle. Donc ça veut dire que pendant le débat sur la commission Stasi, il y a tout un pan de réflexion qui n'a pas été imaginé. Si les CFA, comme tu dis, ne sont pas concernés, et les écoles privées, alors peut-être pas toutes les écoles privées, on comprendra que les écoles privées sous contrat, qui ont un contrat avec l'État, ça mériterait quand même d'avoir cette distinction. Tu peux nous commenter un peu plus cet aspect-là ? C'est clair qu'au moment de la commission Stasi, il a été dit d'entrée que la laïcité
ça posait pas de problème puisque ça ne s'appliquait pas dans l'enseignement privé, que là, les élèves pouvaient parfaitement y porter ce qu'ils voulaient, que c'était le projet de l'école qui le décidait. Mais là, on est au cœur d'un élément. La loi Debré, c'est une loi qui fait que des classes qui doivent enseigner les programmes scolaires en vigueur sont payés par l'État, leurs enseignants payés par l'État. Et donc, pour moi, ça veut dire que si je définis la laïcité comme créateur d'espace, là je rejoins Jaurès qui disait la laïcité, elle crée 3 espaces. Premier espace, l'espace intime, l'espace privé. Je peux penser ce que je veux, c'est mon intime, mon privé, mon espace. Second espace, l'espace public partagé. Je peux y afficher des expressions collectives, qu'elles soient politiques, religieuses, à condition de garantir l'ordre public. Et le troisième espace, c'est l'espace d'intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, ça le dépasse. Et dans ces espaces, la religion, l'ostension de la religion n'a pas sa place. Pour moi, tel que je conçois la loi Debré, l'espace d'intérêt général, c'est la classe où s'enseignent les programmes scolaires en vigueur. Et pour moi, ces espaces sont laïques, ce qui justifie que c'est des inspecteurs du public qui viennent y valider ce que font les enseignants, qu'on les rémunère parce qu'ils vont enseigner les programmes scolaires laïques. Par contre, à l'extérieur de la classe, on est dans l'espace privé lié à la religion de l'école. Donc là, il peut y avoir des affichages. Mais pour moi, aujourd'hui, tout confondre, expliquer que le caractère propre s'applique y compris dans la classe, me gêne parce que ça veut dire qu'on peut être dans la dérive de Stanislas où on expliquait très bien, mais on enseignera, disait le directeur de Stanislas il y a 2 ans, que les programmes scolaires qui sont en accord avec le dogme catholique. Fin de citation qui est là. Donc ça pose un certain nombre de questions. Donc pour moi, la loi Debré telle qu'elle est, c'est pas ma tasse de thé, mais je souhaite qu'on l'applique telle qu'elle a été voulue, c'est-à-dire reconnaissance que dans la classe, c'est un espace d'intérêt général où j'y enseigne pas une religion, où je ne fais pas de prosélytisme et où j'enseigne les programmes scolaires laïques. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Pierre Ouzoulias, que vous entendrez, qui a déposé un projet de loi pour que la loi de 2004 s'applique dans tous les lieux où s'enseignent les programmes scolaires en vigueur parce qu'ils sont laïques. Rappelons que la loi Debré, c'est la loi qui permet l'école privée sous contrat. Rappelons que la loi de 2004, c'est celle qui interdit les ports de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Notamment. Dans les lycées, dans les écoles, collèges et lycées publics, oui, puisqu'on en a dispensé ceux qui sont gérés par d'autres ministères ou chambres de commerce ou autres, et les établissements privés sous contrat, alors même qu'on y enseigne les programmes scolaires en vigueur. Donc ça veut dire qu'un élève en CFA peut venir avec des signes religieux en cours. Oui, et qu'y compris dans les CFA et dans un certain nombre d'établissements privés pour des expos ou des salons, on vient expliquer aux élèves que là, il y a la liberté de se vêtir comme on veut,
Ça permet effectivement de recruter du public par rapport à ça, ce qui est effectivement est aujourd'hui quelque chose qui, moi, me gêne. Ça réduit la laïcité à n'être qu'un élément d'un secteur, alors que pour moi, elle est intimement liée à la notion d'intérêt général. Pour moi, il n'y a de laïcité de la société que si on reconnaît qu'il y a un intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais qu'il dépasse. Dans ce cas-là, quand on élabore des programmes scolaires, c'est parce qu'on juge que les notions inventées sont d'intérêt général. Donc pour moi, ils sont par principe laïques et les lieux où ils s'enseignent, la religion n'a pas sa place. L'élève a le droit, comme l'enseignant, d'avoir ses opinions religieuses en dehors, mais dans l'espace classe, elle n'a pas à avoir sa place. C'est aussi une garantie que les programmes scolaires soient clairement enseignés. Et moi, ce qui me gêne par rapport à ça, sur cette question, c'est ce que j'appelle le 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que pour un certain nombre d'établissements musulmans, ils avaient tel livre scandaleux dans leur bibliothèque. On trouve 20, 25 livres tout aussi scandaleux à l'Immaculée Conception, à Pau, y compris des recommandations d'enseigner d'une certaine manière le maréchal Pétain, en n'oubliant pas de l'appeler maréchal, fin de citation, ou la collaboration et l'épuration, et que l'Immaculée Conception s'en est tirée par rapport à ça sans rupture de contrat. Le recteur a voulu sanctionner le chef d'établissement auteur de ces points-là en le suspendant. Le tribunal a jugé que puisque l'État n'avait pas rompu le contrat d'enseignement, le recteur avait outrepassé sa mission et a cassé l'arrêté de suspension du recteur de Bordeaux concernant le chef d'établissement. Voyez, l'image que ça donne, c'est pas de l'universalité des valeurs, c'est qu'on applique d'un certain côté pour les uns et que quand ils font pire pour les autres, on n'y touche pas, ce qui effectivement vise à saper ces notions, cette belle notion de laïcité et du commun. Donc pour moi, par rapport à ça, il y a une application qui doit être faite. Je me réjouis qu'une campagne d'inspection ait été faite. Mais tout à l'heure, notre intervenant parlait de formation. Nous avons eu pendant des années des corps d'inspection, premier comme second degré, non formés suffisamment à ce qu'étaient les particularités, les dérives de l'enseignement privé. Et on les envoyait faire des inspections. Ils sont revenus en posant tout un certain nombre de questions. Le texte définissant les inspections était d'avril 2025. Le ministère s'en est rendu compte, mais les fiches pour aider les inspecteurs, remarquablement faites, elles ne sont sorties qu'en janvier 2026. Donc on a maintenant un outil pour bien contrôler les établissements privés sous contrat, mais vous voyez, on a perdu un certain nombre de mois parce qu'on n'a pas une cohérence laïque suffisante. À partir du moment où il fallait des dérives, fallait des lettres de mission extrêmement claires, des fiches extrêmement claires au niveau des corps d'inspection, qu'ils soient premier ou second degré. Ils se sont aperçus que c'était compliqué, ils l'ont réclamé. Le document est sorti en janvier 2026. J'espère que maintenant, il y aura les suites des différentes inspections qui seront faites et que notamment des dérives comme la bénédiction des cartables
pour tous les élèves ou l'obligation d'assister à telle ou telle cérémonie religieuse ou des inscriptions sur les murs de la classe où s'enseignent les programmes scolaires avec des citations visant à mettre en cause telle ou telle partie du programme ou d'histoire, de géographie, de sciences et de lettres, soit effectivement condamné. Mais il y a un immense travail à faire et un enjeu, y compris avec les familles par rapport à ça, sur ce qu'est la laïcité, sur ce qu'est le bien commun. Merci. Alors bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une réflexion que je propose. À votre place, il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a une femme, c'est Madame Traoré, voilà, qui était venue, donc proviseure d'un lycée professionnel. Et alors, la réflexion, c'est qu'en fait, c'est une femme qui était profondément, donc je dirais, convaincue de la laïcité, donc dans son lycée. Alors, du coup, si vous voulez, la conséquence, parce qu'elle a fait une porte ouverte. Et j'ai voulu vérifier par moi-même, c'est toujours ce qu'on me dit, hein. Allez voir par vous-même. Et effectivement, dans sa porte ouverte, j'ai constaté que déjà, il y avait des informations sur la laïcité, il y avait les élèves aussi qui ont créé des œuvres. Alors, c'est un lycée professionnel sur le travail du verre et notamment aussi sur les vitraux. Et donc, ils ont participé également, les élèves, à la fabrication donc, des vitraux pour Notre-Dame. Voilà la réflexion. Et donc... ce qui était intéressant, c'est que certains élèves avaient décidé aussi de fêter les 120 ans de la laïcité et il y avait donc toutes sortes de travail sur verre et même des vitraux, etc. Donc, moi, ma réflexion, c'est qu'en fait, indépendamment de la formation, peut-être que tous les professeurs sont formés à la laïcité, mais indépendamment de ça, je pense qu'à partir du moment où c'est porté par une personne motivée, par une personne qui défend ses valeurs. Elle nous a expliqué d'ailleurs que ça venait de son enfance au Mali, parce qu'elle est venue en France à l'âge de 7 ans. Et au Mali, effectivement, les religions dans le village étaient vraiment mélangées. Donc, chacun respectait chacun. Et donc, elle avait déjà ça en elle. Donc, alors, elle avait ces valeurs-là qu'elle a décidé aussi de perpétuer. Est-ce que, effectivement... Voilà, je mets en parallèle les formations parce que la formation en elle-même, c'est bien, mais est-ce que la personne, vous parlez d'humanité tout à l'heure, vous parlez de l'humain au cœur, est-ce que justement, ça ne serait pas porté par l'humain d'abord, par ses valeurs avant une formation ? Je trouve extrêmement intéressant ce que vous racontez. Je dirais que c'est les deux. Il y a l'humain tel qu'il peut être. Et puis ce que vous montrez bien, c'est que la laïcité... c'est aussi le respect du travail et que de ce point de vue-là, la loi de 1905 est extrêmement intéressante. Les articles 13 à 17 présentaient ainsi « Du patrimoine des seuls croyants, les édifices religieux sont devenus le patrimoine de tous les Français dont ils constituent l'héritage historique et culturel. » Fin de citation. C'est-à-dire qu'en 1905, on a reconnu les créations architecturales, les biens religieux comme éléments du patrimoine historique et culturel de la France. C'est la loi de 1905, par exemple, qui dit à partir du moment où un mobilier est inscrit au MH, au monument historique, il ne peut être vendu à l'extérieur. Article 16 de la loi de 1905. C'est la loi de 1905 qui dit à partir du moment où l'État finance un édifice religieux, considérant qu'il fait partie du patrimoine national, son entrée devra être gratuite. Il a fallu le rappeler à Madame Dati il y a quelques années par rapport à Notre-Dame. C'est intéressant de voir qu'en 1905, on a reconnu pour toutes les religions, puisqu'il y a une liste qui va des temples, mosquées, il y en a eu 3 de classés à l'époque par rapport à ça, des églises, synagogues, etc. C'est important, cette signification et cette reconnaissance
du travail humain et du patrimoine. Vous savez pourquoi ils ont consacré plus d'1 mois et demi à définir cet aspect culturel dans la loi de 1905 par rapport aux édifices religieux? C'est toujours intéressant de voir le contexte. C'est qu'en 1903 et 1904, juste avant la loi, de riches Américains étaient venus en France, les poches bourrées de dollars, en voulant se créer une histoire, et à Elne, à Saint-Guilhem-le-Désert, à la Vaudieu, au Puy, à la Charité-sur-Loire, à la Bénisson-Dieu, et je pourrais faire la liste, ils ont acheté pierre par pierre des monuments français qu'ils ont installés aux États-Unis. Si vous ne me croyez pas, vous regarderez ce soir au nord de Manhattan, au nord de Central Park, vous avez un musée qui s'appelle The Cloister, les cloîtres, ça n'a aucun rapport avec le Covid, qui est fait exclusivement des monuments qu'ils avaient achetés à cette époque-là. D'où le grand aspect de la loi de 1905 qui dit effectivement chacun est libre de sa religion, mais ce qu'ont créé les religions en termes artistiques, culturels, c'est du patrimoine national par rapport à cette question. Et j'aime à rappeler sur ce moment-là et dans l'actualité que cette phrase de la loi de 1905 du patrimoine des sols croyants, les édifices, c'est ce que à Tunis, Yasser Arafat avait prononcé en disant « Du patrimoine des sols croyants, les édifices religieux sont le patrimoine des Palestiniens dont ils constituent l'héritage historique et culturel, lui le musulman qui souhaitait rentrer dans un lieu sacré chrétien qui était l'église de la Nativité à Bethléem, ce qu'il a mis 3 ans à obtenir et à ne pouvoir rentrer qu'en 1995. Donc il y a une valeur universelle à cette notion de laïcité qui protège effectivement le patrimoine tout en reconnaissant effectivement la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est fondamental dans l'application de la laïcité, vous voyez, en 1905. Donc si la ministre avait voulu faire payer l'entrée de Notre-Dame, elle le pouvait, mais c'était qu'un détail. Il fallait modifier la loi de 1905. Quand on lui a dit ça, j'ai l'impression que la foudre était tombée sur elle et qu'on n'en a plus entendu parler. Moi, je voulais revenir à la loi Stasi 2004, que j'ai beaucoup appréciée. Et c'était après avoir pris connaissance du premier rapport, Jean-Pierre Aubin, qui est paru en 2002. Il y en a eu 2 d'ailleurs. Il y a eu celui de 2002 et l'autre qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Jean-Paul Brigelli. Jean-Paul Brigelli, voilà, qui a écrit aussi des livres sur la fabrique du crétin. Donc, moi, quand je vous écoute, voilà, pour être impliqué dans la laïcité depuis quelques années, je disais qu'il n'y a que 3 ou 4 pays où elle s'applique. Bon, la Turquie en faisait partie. Il y avait la France, le Mexique. L'Uruguay, la Turquie sous des formes diverses, mais maintenant elle s'est élargie à la Suède. Et le Portugal, voilà. Il n'y avait que 4 pays où elle s'appliquait. Elle s'appliquait. Non mais voilà, c'est quelque chose qui devient, c'est un sujet qui devient un peu récurrent. Quand vous parlez de la minute de silence, quand il y a eu par exemple l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo en 2015, les enseignants ont veillé justement à faire respecter cette minute de silence. Sans l'expliquer, pourquoi on a sorti une fiche à l'Éducation nationale à la demande des enseignants pour expliquer d'où venait la minute de silence, que ce n'était pas quelque chose de créé, qu'elle avait une histoire en relation avec la laïcité. C'est à la demande des enseignants qu'on a sorti la fiche sur la minute de silence, puisque justement, un certain nombre d'enseignants nous ont dit mais d'où ça vient par rapport à ça, et donc on a sorti cette fiche sur la minute de silence en la travaillant. Je vous donne la conclusion de cette fiche pour aider les enseignants. La minute de silence articule donc depuis plus d'1 siècle le singulier et le pluriel, le pour chacun et le pour tous. Il faut
en chaque occasion, le rappeler aux élèves, de leur faire bien prendre conscience qu'à l'occasion d'une minute de silence, l'on respecte leur singularité en recherchant le bien commun, ce qui symbolise en fin de compte parfaitement la laïcité. Mais si on a fait ça, c'est que les enseignants nous ont dit « mais d'où ça vient la minute de silence ? C'est quelque chose qui a été créé quand, comment, en quoi elle est laïque ?» Et donc, nous avons fait cette fiche. Il y a eu une publication avec l'association des profs d'histoire et géographie, et je remercie sa présidente, sur l'histoire de la minute de silence. Un échec, on avait demandé qu'à l'occasion de la loi qu'en 2019, justement, on célèbre le 100e anniversaire de la loi sur la minute de silence, ça n'avait pas été jugé utile. Alors, par rapport à la commission Stasi, moi, ce qui me gêne, je l'ai dit, l'enseignement professionnel n'existe pas pour la commission Stasi, ni d'ailleurs pour le rapport Aubin, qui ne s'est centré que sur le général par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais vous voyez, on mène une action au Conseil des sages de la laïcité pour faire qu'au niveau des statistiques, il y a une séparation entre le général et le professionnel et le technologique. On vient de l'obtenir. Ce n'était pas dans la culture du ministère. Qu'est-ce que ça donne sur les atteintes à la laïcité ? Ça donne qu'il y a 3,5 fois plus d'atteintes à la laïcité dans les lycées, dans les sections professionnelles que dans les lycées généraux. 20 pour 1000 élèves dans les sections professionnelles, 6 pour 1000 élèves dans les lycées. Note de l'ADEPE. Et que la formation à la laïcité, c'est dans les programmes scolaires des lycées généraux. Et je mets en dehors les heures de philo. Mais si je les rajoute, c'est encore là. C'est 110 heures pour le général, c'est 8 heures pour le professionnel. 3,5 fois plus d'heures, 9,5 fois moins d'enseignement. C'est pour ça que je crois qu'il faut tenir compte de la diversité. Et moi, si j'ai eu l'air d'être un peu critique par rapport au rapport Stasi, parce que je l'ai lu et que quand je lis dans le rapport Stasi, page 28-29, dans l'enceinte scolaire, à l'exception des établissements d'enseignement privés, la conciliation entre liberté de conscience et exigence de la neutralité du service public est délicate. Point de suspension. Ça veut dire c'est parfait dans le privé, ils gèrent leur religion et tout, mais ça ne m'étonne pas. Stasi était un des organisateurs des manifestations de 1984 pour l'enseignement privé. On a toute une série de déclarations où il explique que c'est le modèle qui doit y faire là. Quand on voit une phrase comme ça, ça veut dire que on est dans une situation où l'universalité d'une loi, c'est-à-dire qui s'applique sur tous les lieux où on enseigne les programmes scolaires, c'est un vrai enjeu. En France, je l'évoquais pour l'enseignement professionnel, mais on est un système éducatif. Alors quand je fais mes cours à l'université, je dis où on n'a jamais paxé ni marié Jules Ferry et Napoléon. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a un système qui est marqué par l'histoire et sans texte unifiant. Nous sommes le seul pays au monde où nous avons une dénomination premier degré. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et quand on passe au collège, on retrouve le système voulu par Napoléon en 1808, lié au baccalauréat, qui est un monument historique autant qu'un examen, 6 ans avant le bac, 5 ans avant le bac, 4 ans avant le bac, 3 ans avant le bac, 2 ans avant le bac, 1 an avant le bac, terminal. On n'a jamais unifié les deux, y compris sur la laïcité, où ce n'est pas la même laïcité des enseignants. Dans le premier degré, loi Goblet,
un prêtre, un pasteur, un rabbin ne peut pas être instituteur public. Dans le second degré, un pasteur, un rabbin, le père de Delphine Horviller ou d'autres, peut être enseignant du second degré puisque la loi Goblet ne s'y applique pas. Même chose, héritage napoléonien, on a des aumôneries possibles dans les lycées et les collèges, pas dans le premier degré. On a encore 350 chapelles en fonctionnement, c'est-à-dire où se célèbrent des célébrations dans les établissements publics et non des moindres, Saint-Louis, Louis le Grand, Henri IV, François Ier au Havre, et tous les établissements. Donc pour moi, cette incohérence laïque est un vrai problème. Je serais pour une universalité des textes tels qu'ils sont, ce qui est un vrai problème. Puis dernière anecdote par rapport à la commission Stasi, comme je l'ai raconté individuellement, Stasi s'est focalisé sur le second degré par rapport à ça, c'est-à-dire les collèges-lycées. Donc, il a fait une loi et des recommandations sur les collèges-lycées. Or, en collège-lycée, les parents ne participent pas à l'encadrement scolaire. C'est soit les pions assistants d'éducation, soit les enseignants, ce qui n'est pas le cas en primaire. Donc, comme ils se sont focalisés sur le second degré, on a eu aussi cette formule qui a été facteur et qui est toujours facteur de problème. La loi ne s'applique pas aux parents d'élèves. Et pour cause, dans le second degré, ce n'est pas du tout le même statut que dans le premier degré. Mais si on avait consulté des gens du premier degré, ils auraient immédiatement dit « Attention, les parents accompagnent les sorties scolaires dans le premier degré, donc ils sont là co-responsables des activités scolaires et ça doit s'appliquer. » Vous voyez, quand on fait une loi en se focalisant que sur certains secteurs de l'éducation, en oubliant ici le professionnel, là, le premier degré, c'est un facteur qui ne montre pas, et aux parents et aux jeunes, l'enjeu d'une cohérence laïque qui s'applique de A à Z, du début de la scolarité à la fin de la scolarité, et dans tous les lieux où on enseigne les programmes scolaires en vigueur. Non, je voudrais vraiment... j'écoute ce que vous me dites, ce que vous nous dites, et je me posais la question, souvent... Quand un élève, on lui parle de religion, il connaît la sienne, mais est-ce qu'il connaît les autres religions? Première chose. La deuxième, puisqu'on parle d'enseignement, puisqu'on parle de lycée, puisqu'on parle de collège, d'école élémentaire, etc., je me dis, et puis qu'on parle, vous avez parlé de télévision tout à l'heure, effectivement, la liberté, c'est aussi de permettre à toutes les religions, en tout cas reconnues, de pouvoir passer... Représentatives, pas reconnues. La République ne reconnaît aucun culte, mais elle garantit la liberté. Oui, merci. C'est effectivement faire attention. Et je me disais justement, par rapport à... Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été faite sur justement cette connaissance à l'intérieur même des établissements? Voilà, merci. Alors oui, il y a un programme au niveau du primaire qui est un programme de l'enseignement laïque des faits religieux, qui est important par rapport à la culture, qui fait l'objet de fiches qui s'intitule « L'enseignement laïque des faits religieux, un levier puissant pour mieux appréhender le principe de laïcité ». C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas la coexistence de chaque religion, mais c'est un principe qui reconnaît aux religions le fait d'avoir participé au développement culturel, patrimonial, de notre pays, ce qui veut dire que c'est une approche culturelle et non pas une approche cultuelle par rapport à ça. Et donc, la présentation qu'en fait le ministère de l'Éducation de cet enseignement laïque
du fait religieux, c'est de mettre en avant les 5 P pour éviter le 6e P, la peur de le faire. Alors, quels sont les 5 P? Le premier, les programmes scolaires en vigueur. Chacun des programmes aborde les faits religieux, que ça soit en lettres, à la fois par rapport au texte, par rapport à la poésie, ne pas aborder le judéo-christianisme si on travaille sur Victor Hugo ou autre, à travers les arts plastiques, la peinture, la sculpture, le patrimoine, à travers les sciences et le rapport complexe religion et sens, à travers les apports des mathématiques et les circuits qui ont fait que de l'algèbre à l'algorithme, en passant par ça, les circuits religieux, culturels ont inscrit et font que nous ne sommes pas héritiers des chiffres romains, mais des chiffres arabes, y compris, si je vais plus loin dans les religions, nos jours. Enfin, notre calendrier n'est pas judéo-chrétien. Notre calendrier est assyro-étrusque. Étrusque par le nom des jours, qui sont les divinités qu'adoraient les Étrusques, la Lune, lundi, Mars, mardi, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Alors si on a christianisé le dimanche, pas les Anglais ni les Allemands, où c'est toujours la reconnaissance du soleil, Sonntag, Sonntag. Quant à nos mois, à l'époque de l'Assyrie comme de la Perse, et on en a parlé un petit peu, l'année commençait le 21 mars. C'était l'équinoxe, c'est toujours le mois persan par rapport à ça. Et donc, l'année se divisait en 12 mois. Je rappelle qu'en Perse comme en Assyrie, c'était le principe 12, alors qu'en Grèce et à Rome, c'était le principe 10, et que notre mesure du temps, elle est sur le principe 12. 12 heures, 24 heures, 5 fois 12, 60, 12 mois. Donc, vous voyez, le principe 12 qui fait d'ailleurs que la Syrie jugeait que c'était le nombre parfait et qu'on a 1000 ans avant Jésus-Christ des représentations de femmes avec l'équivalent du drapeau européen et les 12 étoiles qui représentent le symbolique du 12, qui fait que ce n'est pas du tout chrétien, c'est assyrien et babylonien. Donc pour terminer, donc à Babylone, Mars, c'était le premier mois, Mars, le premier, le second, le troisième, jusqu'au 12e. Arrive l'Empire romain qui, effectivement, veut modifier le calendrier et on est à un épisode au IVe siècle où le christianisme tend à être puissant, où on découvre que Jésus n'est pas né en mars comme célébré en Arménie et ailleurs, mais né au solstice d'hiver, qu'on attribue du 24 au 25 décembre. Donc un pape en 354 dit la naissance de Jésus, c'est du 24 au 25 décembre. Et donc l'année commencera une semaine après le solstice. Et donc là, arrivent des empereurs plus païens que chrétiens. Donc janvier, Janus pour le 11e mois, Phébure pour le 12e mois, Mars pour l'ancien premier mois, April pour l'ancien 2e mois, Maïus, Junon pour le 4e mois. Et là, grand débat, 5e, 6e mois, qu'est-ce qui est le plus divin au niveau de la Rome impériale entre Jules César et Auguste? Pendant 20 ans, ils vont discuter, Jules César, Auguste, donc finalement, juillet, Jules César, Auguste là. Et puis, le christianisme a triomphé. Donc, on ne débaptisera plus les mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, on emploie toujours les mois du calendrier babylonien qui a 3500 ans, sans s'apercevoir que ça ne veut plus rien dire. Septembre le 7e alors que c'est le 9e, octobre le 8e alors que c'est
le 10e, novembre le 9e, décembre le 10e. Vous voyez, on a la trace de 4 mois d'un calendrier assyrien là. Voilà ce qu'est l'enseignement laïque des fêtes religieuses. C'est pour montrer aussi aux élèves la longue durée qui est là et les points qui sont là. Nos pauvres révolutionnaires de 92 pensaient s'attaquer à un calendrier judéo-chrétien. Il était en fait assyrien étrusque. Donc de ce point de vue-là, le P sur les programmes. Second P, vous l'avez deviné, c'est le patrimoine à travers les édifices classés qui peuvent exister, qui sont là. Troisième P, la pluralité. Ça veut dire séparer le texte d'une religion. Et là, c'est important. Moi, le Coran, vous avez une pluralité d'interprétations du même texte par rapport à ça, qu'il soit sunnite, chiite, malékite, soufiste, etc. Surtout ne pas donner à penser qu'il y a une seule interprétation d'un texte. Même chose, le même parti de la Torah peut justifier ici que des femmes soient rabbins et là que des femmes restent à la maison à Méacharim. Donc surtout, montrer à l'élève que les textes, c'est à chacun de se les interpréter parce que sinon, on court le risque de faciliter l'intégrisme par rapport à ces questions. Donc la pluralité, donc moi je n'emploie jamais, quand je fais des cours, l'islam, je parle des islams, des judaïsmes, des catholicismes, des protestantismes entre le protestantisme trumpiste et les luthériens qui accueillent des immigrés, toujours le pluriel. Des judaïsmes, des islams, c'est la recommandation. Ne donnons pas à penser, je cite l'affiche, aux élèves qu'il n'y a qu'une seule interprétation d'un écrit, d'une tradition. 4e P, pluridisciplinarité, aborder par exemple lettres, histoire, art plastique, musique. Donc, dans un élément pour montrer à l'élève que les programmes se raccrochent par rapport aux diverses disciplines. Et 5e P, prendre soin de la personne de l'élève. C'est pas parce qu'il a tel prénom et autres que vous allez lui demander de définir sa religion. C'est un savoir. À l'école, l'approche laïque du fait religieux, c'est j'apprends des savoirs et je ne justifie pas des croyances. Et c'est important de ne pas assigner à résidence un élève en fonction de ce qu'il représente, de ce qu'il est. Séparer savoir et croyance sont au cœur de ça. Et donc, par exemple, pour le premier degré, on a donné toute une série de manuels, de livres intéressants à pouvoir lire et travailler en classe. Donc oui, connaître ce qu'expriment culturellement les religions, ce qu'elles ont apporté dans le vocabulaire par rapport à ça, une phase de carême que vous allez trouver dans les pièces de Molière et tout, il va bien falloir expliquer ce que c'est ou telle chose fondamentale. Là aussi, l'élève doit comprendre ce que ça signifie, les apports, mais je ne fais pas du cultuel, de la valorisation. Et surtout, je montre bien que derrière les religions, il y a un pluriel et que je ne la réduis pas à telle ou telle lecture. J'ai écrit un livre pour développer tout ça, mais qui aujourd'hui n'est plus sous papier, mais qu'on peut encore télécharger et qui se vend comme ça, qui s'appelle « Pour une approche laïque des faits religieux », où je présente ça en le développant, je fais des travaux de manière transversale pour éviter ce qui m'énerve, A, le judaïsme, B, le christianisme, C, l'islam, mais de la transversalité.
par exemple, l'eau dans les religions d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui et d'autrefois. Fleuve sacré, le Nil, là, les ablutions, reconnaissance. La montagne dans les religions d'hier et d'aujourd'hui, du mont Olympe au mont Ararat, au mont Arafat, montagne, l'inaccessible comme l'eau, source de vie, les plantes par rapport à ça, les interdits alimentaires, donc des visions transversales des diverses religions d'ici et d'ailleurs. C'est un sujet qui m'importe. C'est le meilleur moyen de combattre l'intégrisme que d'avoir cette vision plurielle des religions et des éléments. Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et donc Jean-Louis a beaucoup écrit et Jean-Cry a beaucoup dessiné. Donc on va voir un petit peu les dessins qu'a fait Jean-Cry pendant l'émission. On te passe la parole. Tout d'abord, je tenais à vous dire que ce que vous avez dit sur l'enseignement professionnel, et je dirais même sur l'enseignement technique, puisque moi j'ai fait l'enseignement technique, et j'ai eu la triste surprise, comme vous le disiez, c'est d'arriver en seconde, plus d'histoire, plus de géo, plus de philo, bref, du techos, quoi. Et moi, il se trouve que je suis atterri là parce que voilà, c'est la vie, quoi. Je m'en suis sauvé dès que j'ai pu, mais c'est inadmissible d'avoir quelqu'un. Voilà, mon doctorat, je l'ai passé à 44 ans, quoi. Donc je trouve ça insupportable de mettre les gens comme ça, comme vous le disiez, c'est-à-dire on étiquette à partir d'un certain moment, et puis après, débrouille-toi dans la vie. Or, avec des responsabilités qu'on peut avoir à tel endroit, si effectivement on n'a pas le socle qui permet de réfléchir, surtout quand on est technicien, ça veut dire qu'on peut être amené effectivement à décider n'importe quoi puisqu'on met pas ça dans une vision globale. Alors pour reprendre justement cette remarque, donc premier dessin, laïcité, commission Stasi, pas une ligne sur l'enseignement professionnel. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé comme vous l'aviez présenté. Donc on a quelqu'un en costume qui dit juste des techniciens, on s'en fiche. Puis à côté, vous avez quelqu'un en bleu de travail qui tient une clé à molette qui dit tu vas réparer tes WC tout seul. Parce qu'après tout, quelque part, ce mépris de classe, c'est toujours très, très gênant. Un deuxième dessin, c'est sur l'histoire d'étendre la loi de 2004 sur tous les signes religieux à tous. Et donc là, on a un comparatif où on a deux élèves. On a un élève au collège public, donc il est habillé avec un jean, un sweatshirt, et puis il porte son sac sur le dos. Et puis un autre qui aussi est habillé, sauf que il a son sac sur le dos, il y a des banderilles où il y a écrit PSG, il a bien sûr une croix, Jésus t'aime, Coca-Cola, Pepsi, et puis il dit je cherche un nouveau sponsor. Et puis un troisième dessin, puisque vous disiez qu'effectivement l'enseignement professionnel était là pour aider à l'industrialisation, n'est-ce pas? Donc laïcité et enseignement professionnel, aider à l'industrialisation, et là vous avez un curé qui dit pour l'hostie, 1, on prend, 2, on parle, 3, on distribue. Et donc vous avez des élèves en face qui regardent comment on fait, puis il y en a un qui dit avec ou sans sel. Alors si tu veux réagir, Jean-Louis, on t'écoute avec plaisir. Je suis impressionné par la qualité des dessins, et en tout cas ça me convainc d'une chose, c'est que votre habileté artistique, c'est une compétence que j'aimerais bien avoir mais que j'ai jamais réussi à acquérir, ce qui montre que notre société est riche de toutes les compétences que chacun peut développer. En tout cas, bravo et merci pour vos dessins. Alors moi, je voulais réagir sur un propos que tu as donné que j'ai trouvé très très beau. C'est la laïcité, c'est pas qu'un principe, c'est un trousseau de clés. Voilà. Et il y a plein de clés. Alors on pourrait s'intéresser à toutes les clés. J'aimerais m'intéresser au trousseau aussi. Est-ce que le trousseau finalement, c'est pas l'émancipation qui tient un petit peu toutes les clés? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais j'emploie cette expression pour montrer que c'est pas parce qu'il y a la laïcité, par exemple, qu'il y a eu toutes les lois pour les femmes. Mais la laïcité a permis qu'elle soit appliquée. C'est important. Ça veut dire que la laïcité, c'est le trousseau qui permet d'entrer. Encore faut-il effectivement se battre pour. S'il n'y avait pas la laïcité, on le voit dans un certain nombre de pays non laïques, y compris voisins, le droit des femmes n'existe pas. Je rappelle qu'en février 2026,
le Conseil de Monaco a voté la liberté d'avortement, mais qu'on est dans le pays de la principauté de Monaco où il y a un droit de veto des religions sur les lois votées et que l'Église catholique a mis son veto sur cette loi, dont le pape s'est félicité puisqu'il a rendu 15 jours après visite à Monaco. Ça veut dire très clairement que dans un État non laïque, les églises peuvent faire la loi. Comme disait Briand, la laïcité protège la foi à condition que la foi ne veuille pas faire la loi. Phrase d'Aristide Briand. Mais je pense que c'est important de montrer aux élèves le concret de ce qu'est un pays non laïque. Il y a un autre pays non laïque dans l'Union européenne. Non, c'est plus compliqué, l'Allemagne. On va y revenir. Mais un pays où une église a encore le droit de veto sur les lois. C'est-à-dire que si une loi est votée, on demande son accord à l'église. C'est la Grèce, où l'église orthodoxe a encore un droit de veto. Ce qui fait que du temps du gouvernement de Tsipras, il y a une dizaine d'années, 7 fois, ils ont voté des impôts sur les entreprises que possédait l'Église orthodoxe grecque. Et 7 fois, l'Église orthodoxe a mis son droit de veto. C'est pourquoi l'Église orthodoxe, par exemple, n'admet pas l'universalité de l'égalité homme-femme et qu'ils exigent qu'il y ait des territoires en Grèce où l'égalité homme-femme n'existe pas. Si je vais à Thessalonique, au nord de la Grèce, et puis que je fais 30 km parce que j'aime beaucoup les églises byzantines et que je veux visiter le mont Athos où il y a de superbes églises byzantines, etc., moi, je pourrais rentrer, mon épouse ne pourra pas rentrer puisque ce territoire grand comme 3 départements français est interdit aux femmes, y compris quand la ministre de la Culture grecque était une femme qui finançait la restauration de ces églises, la belle-mère du chanteur Joe Dassin, Mélina Mercouri, elle ne pouvait pas rentrer au Mont Athos. Donc moi, je peux parfaitement payer mes 30 € et aller visiter les églises du Mont Athos. Mon épouse ne pourra effectivement que se promener en bateau avec des jumelles le long de la côte pour voir les entrées par rapport à ça. Une vraie question, mais c'est intéressant de montrer aux élèves ce qu'est la non-laïcité par rapport à ça, telle qu'elle s'applique, non pas en traversant la Méditerranée, mais dans un état de proximité. J'ai cité Monaco, je cite la Grèce, je pourrais aussi citer le fait qu'en France, comme disait Jaurès en 1905, on a laïcisé les bases mêmes de la vie à travers l'état civil. En France, on a un CV anonyme vis-à-vis des religions, c'est l'état civil. Aucun de nos papiers d'identité, livret de famille, ne porte une inscription religieuse. C'est ma liberté personnelle de pouvoir le compléter. Si je vais en Allemagne, effectivement, l'Allemagne a délégué aux religions l'acte du mariage et des livrets de famille. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 7% des Allemands, pour le moment, qui se marient à la mairie. 93% se marient à l'église, à la mosquée, à la synagogue, au temple, ce qui est là. Et quand vous mariez en Allemagne, toute votre vie, vous paierez un impôt à la religion où vous êtes marié. Mais il y a pire, la Grande-Bretagne. Il y a une délégation à 27 religions et sectes.
Mais ça veut dire que la loi sur le divorce en Angleterre, elle ne s'applique que si la religion l'accepte. Je me suis marié avec l'église de Scientologie, qui est reconnue en Angleterre. Si je veux divorcer, c'est le maître de Scientologie qui fixera les conditions. Je me suis marié aux témoins de Jéhovah, c'est le président des témoins de Jéhovah anglais. Je me suis marié à la synagogue, c'est la Torah courte qui décidera. Je me suis marié à la mosquée, c'est la charia courte. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on a des lois différenciées selon les religions. Ça y est, l'Église catholique accepte la loi du divorce en Angleterre, ce qui fait problème, puisque le pape a accepté qu'une bénédiction devant les cardinaux ait lieu par la primat de Canterbury. Le principal évêque d'Angleterre est une femme. Ce qui provoque un scandale dans les milieux traditionnalistes du Vatican sur cette reconnaissance. Mais au moins pour les Anglais, ça veut dire que le culte catholique reconnaît la loi générale. Mais pourquoi je cite ces exemples et je pourrais les multiplier ? Je pense que c'est important d'expliquer que la laïcité, c'est une liberté et que dans les États non laïques, ça brime les libertés. Je l'expliquais sur le fait que, certes, l'État ne reconnaît et ne finance aucun culte, mais ça, c'est les principes. Après vient le réel. Et les articles 44, c'est le réel. Donc l'État finance les aumôniers dans les prisons, l'armée, les hôpitaux. Il finance ça. Et deuxièmement, il y a une chose que je n'ai pas expliquée, c'est que l'article sur l'outre-mer, il a servi d'un prétexte. C'est qu'à partir du moment où on reconnaissait que des territoires sous le drapeau français ne pouvaient pas être soumis à la laïcité, quand s'est posé le problème de l'Alsace-Moselle, on s'est servi de ce précédent pour deux choses. Un, une immense inquiétude quand l'armée française est arrivée à Strasbourg. Le drapeau rouge flottait sur la République des Soviets de Strasbourg et sur la cathédrale de Strasbourg. Panique du commandement. Ça veut dire qu'on avait la révolution russe qui, effectivement, s'implantait en France. Donc, deux choses, on va les calmer. Donc ça, les religions idéales pour les calmer, on les maintient. Et deuxième élément, on va leur maintenir un certain nombre de lois sociales allemandes pour que les révolutionnaires se calment. Ce qui fait qu'en Alsace-Moselle, le compromis qui a été fait... Comment ? Non, c'est pas le concordat, puisque c'est le concordat vertu allemande, ce qui veut dire qu'on ne reconnaît que les religions qui étaient reconnues en Allemagne, c'est-à-dire le protestantisme, le judaïsme et le catholicisme, et qu'on n'a pas reconnu d'autres religions qui sont là, et que l'article des lois d'Alsace-Moselle, c'est à la fois un code spécifique de la sécurité sociale où ils sont plus remboursés. C'est les lois allemandes pour l'essentiel. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, on se retrouvera le mois prochain. On se retrouvera le jeudi 4 juin. On va travailler sur un autre sujet, le travail du Sénat sur la laïcité. Et pour cette occasion, nous aurons donc Pierre Ouzoulias, qui est vice-président du Sénat, qui viendra ici même. Et qui a déposé un projet de loi pour que la loi Stasi s'applique à tous les lieux où sont enseignés les programmes scolaires, puisqu'on est là
en total accord sur le manquement de cette loi. Et donc, ça sera un des sujets qu'on pourra bien sûr questionner le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias. Ça sera donc le jeudi 4 juin de 17h à 19h à la MJC Simone Signoret. En attendant, merci à tout le monde. Merci Jean-Louis d'être venu à cette émission. Merci Alain pour l'interview. Merci Jean-Cry pour ses toujours fabuleux dessins. Merci à Sébastien pour la technique. Et merci au public chaleureux. Et je vous dis au mois prochain. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.